Bon, je vous préviens d'emblée, cette vidéo sera beaucoup plus personnelle que les autres, parce que cette montre est très spéciale à mes yeux. J'ai longtemps cherché comment aborder le sujet de cette montre si populaire sur internet, sans faire une redite de ce qui a été vu 1000 fois. Voyez ça comme une déclaration d'amour plus qu'une revue. Je ne serai pas objectif. La lignée des Explorers débute en mai 1953 au sommet de l'Everest, avec 7 montres. Enfin, il paraît, c'est ce que nous raconte l'équipe marketing de Rolex en tout cas. Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay gravissent le toit du monde pour la première fois de l'histoire, équipés d'une montre Rolex Oyster Perpetual. Pour célébrer cet exploit, la référence 6350 voit le jour un peu plus tard cette même année et devient la première à porter officiellement le nom Explorer sur son cadran. Bref, faisons une ellipse jusqu'en 1971. Les mecs qui gravissent des montagnes ont le soleil pour leur indiquer s'il fait jour ou nuit. Mais à 50 mètres sous terre, dans une grotte sombre et humide, comment on fait ? Rolex répond à la demande des spéléologues avec la Rolex Explorer 2, référence 1655. Elle adopte un look extrêmement particulier pour l'époque avec cette grosse aiguille orange dite Freccione, indiquant l'heure sur 24 heures, permettant de savoir en tout temps s'il est 10h du matin ou 10h du soir. Il ne s'agit que d'un indicateur 24 heures, et non d'une aiguille permettant de traquer un second fuseau horaire. À cause de son style pour le moins chelou, la 1655 sera un bid monumental. Ironique quand on voit qu'aujourd'hui, ce modèle est extrêmement convoité et se négocie entre 25 et 30 000 euros. La plus grande révolution arrive en 1984, avec la référence 16550. Référence de transition puisqu'elle ne restera que 4 années au catalogue, mais c'est elle qui définira ce qu'est l'Explorer 2 jusqu'à aujourd'hui. Elle introduit un cadran noir, ainsi que le fameux cadran blanc Polar, avec des index et un jeu d'aiguilles emprunté à la GMT Master, protégé par un verre saphir. Ref à 5 chiffres oblige. Exit la grosse aiguille orange emblématique. Cette nouvelle version se conforme davantage aux autres modèles de la gamme professionnelle. Avancée technique majeure, cette montre introduit le tout nouveau calibre 30-85. Premier mouvement de la marque permettant un réglage indépendant de l'aiguille des heures, faisant de l'Explorer 2 une véritable montre GMT, capable de suivre un second fuseau horaire. Puis vient la 16570 en 1989. Les index et les aiguilles passent au noir pour un meilleur contraste et une lisibilité accrue, et le mouvement est remplacé par le mouvement 31-85. Après 22 belles années de carrière, vient en 2011 la référence 216-570, puis 226-570 en 2021. Nouvelle taille de 42 mm, cadran maxi dial, luminescence chroma-light, retour de l'historique aiguille orange, nouveau mouvement, bref, une refonte presque totale de l'Explorer 2. Mais on aura l'occasion d'en reparler et de les comparer un de ces jours. Cette montre, c'est la Rolex Oyster Perpetual Date Explorer 2 cadran blanc, dite Polar, référence 16570. Elle mesure 39 mm de diamètre, 47 mm de corne à corne, 12 mm d'épaisseur et 20 mm d'entrecorne. Elle est équipée d'une couronne vissée utilisant le système Twin Lock pour une étanchéité à 100 mètres. Cet exemplaire a été fabriqué en 1994, une série S donc, et vendu à Hong Kong le 21 janvier 1995. L'année a son importance, puisque l'historique des changements de la 16570 durant les 22 années de sa commercialisation est un bordel sans nom. Mon modèle arbore tous les attributs originaux de cette référence, à savoir un cadran tritium, un bracelet avec des endlinks en tôle pliée et une boucle se fermant par une simple pression comme sur une Datejust, des cornes percées facilitant le changement de bracelet, un réo vierge de toute inscription et elle est motorisée par le mouvement GMT Rolex 3185. L'abandon progressif des matières radioactives dans le but d'assurer la luminescence des aiguilles et des index poussera Rolex à passer sur du Luminova dès 1999, puis sur du Super Luminova dès les années 2000. Il est aisé de reconnaître ces différences grâce au marquage dans le bas du cadran. Swiss T25 est égal à un cadran tritium, Swiss, communément appelé Swiss Only, est égal au Luminova et Swiss Made est égal au Super Luminova. À cette même période, en 1999, le bracelet sera équipé de pièces de bout solides ainsi que d'une boucle à motif avec un fermoir de sécurité. Les maillons resteront creux, faut pas déconner non plus. Les cornes percées seront abandonnées à partir de 2000 pour une esthétique plus moderne, au détriment de la praticité selon moi. Puis en 2007, le mouvement 31-85 sera progressivement remplacé par le mouvement 31-86. Il reprend 95% des fondations de son aîné, tout en améliorant la stabilité des aiguilles lors de la manipulation. Le fameux réo gravé Rolex de partout sera introduit plus ou moins en même temps. Et y a rien à faire, je trouve ça toujours aussi disgracieux sur une référence 5 chiffres. Et pour ceux qui sont perdus, parce que c'est un sacré bordel, je vous laisse un petit tableau récapitulatif. Bon, maintenant qu'on a passé tout l'aspect chiant, allons dans l'émotionnel, parce que c'est quand même pour ça qu'on achète des montres. J'ai passé la majeure partie de ma vie à assimiler Rolex au boss final de l'horlogerie, l'objet d'exception et statutaire par excellence, porté par les grands patrons ou les stars, pas aidé par des phrases telles que « Tout le monde a une Rolex, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie ».
Je n'avais à cette époque pas d'intérêt particulier pour les montres, si ce n'est un attrait pour les beaux objets comme les appareils photo ou les instruments de musique. Puis j'ai grandi, je suis devenu un adulte. Je me suis installé en Suisse, j'ai commencé à travailler, à gagner de l'argent et j'ai voulu marquer cette étape. J'ai voulu une montre. En fait, j'ai plongé la tête la première dans l'horlogerie, début 2021. Et j'ai vraiment découvert Rolex. Des montres clinquantes, très chères, très difficiles à acheter. Des objets de spéculation revendus 2, 3, 4 fois le prix sur le marché gris, à une clientèle à laquelle je ne savais pas m'identifier. Et je me suis vu dire cette phrase « Jamais, jamais j'aurai de Rolex ». Puis je me suis plongé dans l'histoire de la marque, dans ses modèles historiques. J'ai découvert des inventions, des exploits, des accomplissements, des figures emblématiques, des modèles iconiques. La Submariner n'est pas seulement une montre de beauf nouveau riche clinquante pour qui veut briller en société, mais la montre de James Bond, la montre de la Comex. La GMT Master accompagnait les pilotes de la Pan Am. La Milgauss est née d'une demande des scientifiques du CERN exposés à de forts courants électromagnétiques. Et dans cet océan, j'ai découvert l'Explorer 2 Polar. Je ne l'avais jamais vu. Tous les éléments Rolex sont là. Pourtant, elle est relativement plus discrète que d'autres modèles. J'ai eu un coup de cœur profond pour ce modèle. Le genre de coup de cœur irrationnel, tout comme je rêve de pouvoir un jour m'offrir une Porsche 996 GT3. J'ai beau tenter de mettre en œuvre ce qu'il faut pour y parvenir, je sais que ce ne sera pas de sitôt. Et bien que profondément passionné, et profondément irresponsable évidemment, pouvoir mettre une telle somme dans un objet aussi futile qu'une montre me paraissait impossible. Puis il y a 1 an et demi, ma mamie s'en est allée, me laissant quelques sous mais surtout énormément de souvenirs. Et j'ai souhaité matérialiser ces souvenirs avec l'achat d'une montre. Symbole d'une personne qui a évidemment beaucoup compté pour moi pendant 25 années. Et ce fut cet Explorer 2. Cela a beau n'être qu'un objet, mais au-delà du matérialisme, elle symbolise quelque chose de fort. Ça peut paraître complètement stupide, mais ça fait du sens pour moi. Je pense à elle à chaque fois que je la pose sur mon poignet. Elle symbolise également toute la passion de l'horlogerie qui me caractérise. Oui, j'aurais pu acheter plein d'autres montres pour le même prix, ou même plusieurs, chez Breguet, Zenith, Cartier, Grand Seiko, IVC. Chacun y trouvera son meilleur choix, le mien est juste bien meilleur que le vôtre. Je ne souhaitais pas acheter une Rolex, je souhaitais acheter une Rolex Explorer 2 Polar 16570. Je souhaitais acheter une icône qui m'a fait rêver, une tool watch fiable et robuste qui saura m'accompagner pour les belles années à venir. Une montre que je pourrais faire réviser dans 50 ans, que je pourrais même céder. Et 1 année plus tard, je ne regrette rien. Et j'espère qu'elle ne quittera jamais ma collection. Je ne souhaitais pas faire une revue objective de cette montre pour vous parler de ses défauts, pour 2 bonnes raisons. Premièrement, cette montre est un Graal pour moi. C'est aussi une montre vintage, le symbole d'une époque. Mais surtout, l'horlogerie est un milieu passionnel, très personnel et parfaitement irrationnel. Et j'estime qu'il faudrait être fou pour prétendre comparer et juger objectivement un objet de 30 ans à presque 8000 €. Oui, son bracelet est pourri pour son prix, mais je m'en fous. Je préfère vous parler des détails qui me font vibrer, de pourquoi j'aime tant cette montre. J'aime sa discrétion. Surprenant pour une montre cadran blanc, qui plus est Rolex, mais bien que reprenant l'essentiel des éléments communs dans la gamme professionnelle en référence 5 chiffres, elle se montre relativement plus discrète qu'une Submariner, qu'une Sea Dweller ou qu'une GMT Master. Pour l'anecdote d'ailleurs, j'ai eu davantage de personnes me demandant « Waouh, c'est une Rolex que tu portes ?» avec mes ex-Seiko SKX ou la Yamaha Superman qu'avec l'Explorer 2. Mais ça me va, je porte certainement pas une montre pour impressionner quiconque. Et la star du show à mon sens, ce qui m'a fait définitivement craquer, c'est son cadran. Un cadran laqué d'un blanc très pur, comme de la porcelaine, ou de la neige, ou une porte de frigo. Il réagit beaucoup à la lumière, tantôt plus chaud, tantôt plus blanc. Le moment où je la trouve la plus belle, c'est par un temps couvert ou nuageux. Elle apparaît très claire, très plate, c'est superbe. Elle reste aujourd'hui l'une des rares références de la gamme professionnelle à arborer un cadran blanc, avec la Daytona ou feu la Milgauss. Mais la seule à offrir ce contraste tout particulier avec des aiguilles et des index cerclés de noir. C'est splendide et c'est ultra lisible d'un coup d'œil. Autre anecdote d'ailleurs, bien que recouverts d'un revêtement noir, les index et les aiguilles sont bel et bien en or blanc. Ils n'en ont certainement pas l'éclat et ce n'était pas l'objectif. Une simple économie d'échelle à vrai dire. Dans ma quête d'une 16570, je cherchais de préférence une référence tritium. J'aime énormément l'idée que cette matière radioactive soit amenée à évoluer avec le temps, qu'elle ne soit pas figée comme du super luminova. Et comme je souhaite garder cette montre pour toujours, elle évoluera lentement avec moi, comme un symbole du temps qui passe. Ouais, je suis un grand romantique. Le Cyclope fait débat, et je le comprends, on va pas dire que c'est très joli. Ce n'est pas pour autant que c'est pas cool. Au-delà de son aspect esthétique discutable, il apporte des effets de parallaxe et de déformation uniques, et donne l'impression que le guichet de date se fond dans le cadran. Sous une lumière intense, la loupe concentre les rayons, créant un petit spot lumineux qui se déplace au gré des reflets. Tout cela amène de la vie à un cadran qui autrement pourrait sembler trop plat. Je pense qu'il faut vivre avec pour s'en rendre compte et l'apprécier vraiment. La lunette en acier est sublime. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Et pour finir, s'il y a une chose que Rolex maîtrise, c'est le confort de ses montres portées. La boîte est fine, le fond plein vient se loger dans le creux du poignet, tout est parfaitement équilibré. Le bracelet Oyster est très léger avec ses maillons creux. Les points de micro-ajustement à la boucle permettent de trouver une longueur adéquate. Elle n'est pas des montres que l'on oublie au poignet avec ses presque 120 grammes, mais elle est de celles avec lesquelles on se sent juste super bien.
Quasiment 8000 balles pour une vieille montre pas spécialement spéciale, pas spécialement rare, c'est complètement débile. Est-ce que je le referais ? Sans une once d'hésitation. À la fin, ne reste que les histoires. Elle est de celles qui me font remettre en question l'essence même de ma passion. Pourquoi j'ai quand même envie d'autres montres ? Elle est belle, elle est robuste, elle est fiable, elle est étanche, elle sait même se montrer autant sportive qu'élégante, elle est passionnelle. Le mieux, je crois que c'est encore d'accepter que j'ai un petit souci, et que j'ai une chance immense. Merci mamie.